avec nos experts qui sont toujours avec nous. Nous revenons pour la suite de votre émission préférée, Regard croisé. Vous êtes toujours sur New World Info. Louis Kamako est là, il est journaliste, analyste politique. Joachim Italaki est également journaliste, directeur de publication de Afrique Plume. Et comme Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium, président de AJO7, c'est l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. En file à Libreville, au Gabon, le gouvernement de ce pays a annoncé qu'une concertation politique entre pouvoir et opposition commencerait le 13 février. Donc lundi, depuis l'an dernier, les adversaires du président Ali Bongo Ondimba demandent un dialogue afin d'obtenir notamment une profonde réforme électorale. Le chef de l'État a décidé d'accepter des discussions, mais l'opposition reste très méfiante. Alors, Louis Kamako, un dialogue à venir au Gabon, c'est une bonne chose avant les élections générales. C'est l'année prochaine, en 2024 précisément. Oui, bien évidemment, mais avant de revenir sur le Gabon, je voulais juste attirer l'attention de ce qui pourrait en découler de cette coalition entre ces trois pays-là. C'est-à-dire le Mali, la Guinée et puis le Burkina. Exactement, parce que c'est le sujet précédent. Je crains qu'à l'avenir, ces trois pays-là se décident en fait de se retirer volontairement de la CEDEAO. Parce que quand vous êtes dans une union et qu'à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes plus les bien-aimés, vous allez justement aller construire votre lutte. Et là, ils ont déjà démontré, le Burkina Faso l'a démontré, le Togo a été invité comme étant invité et donneur du FESPACO, mais à la dernière minute, c'est le Mali. C'est le Mali qui a été préféré. Ça veut dire, ça signifie beaucoup de choses. Or, le Togo, on dit que c'est un partenaire sûr. C'est pas double langage. Voilà, c'est là où vous devez comprendre, là où ces pays-là veulent aller. Là où vous devez comprendre que ce qu'ils font là, c'est du sérieux. Ils veulent vraiment se coaliser pour justement donner l'envie à d'autres pays. Et là, c'est la CEDEAO qui perd parce que l'institution en soi-même a des difficultés, a des soucis. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand vous dites que cette institution-là, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine, elle n'existe que de nom. Parce que ces institutions-là sont restées incompétentes devant la résolution des crises. Et les pays qui s'unissent aussi, ont-ils toutes les ressources nécessaires pour être à trois? Voilà, justement, ces ressources-là, ils iront les chercher justement en se basant sur l'échec de la CEDEAO et de l'Union africaine. Vous voyez vous voyez les francs-parler de ces gouvernants-là. Vous avez vu ce que le Premier ministre burkinabé allait dire sur l'Union européenne, où il lui a dit en plein visage que l'institution, en réalité... Sur l'Union africaine, vous voulez dire? L'Union africaine, que l'institution, c'est une institution de façade et qu'elle ne joue pas véritablement son rôle. Au même moment, certaines fois, les propos des gens, il faut les prendre avec des réserves parce que ce Premier ministre, il était toujours sur les médias. Ceux qui tiennent des propos encourageants sur ces institutions, ce sont ces États-là qui sont bien lotis. C'est eux qui font la loi. Lorsque je veux juste dire, ce Premier ministre, on l'avait vu sur les médias au Burkina Faso, il était partout. Récemment, il a critiqué les médias de ce pays qu'il comparait justement à la radio des 1000 collines au Rwanda. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est quand, à un certain niveau, les gens n'aiment pas la contradiction. Non, ce n'est pas que les gens n'aiment pas la contradiction. C'est-à-dire qu'il faut que des critiques soient constructives. Vous ne devez pas critiquer parce qu'il faut critiquer. C'est-à-dire quand vous critiquez de façon subjective, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, les gens vous le rendent coup sur coup. Donc le Premier ministre, il est dans cette logique-là aujourd'hui. Si vous Donc ce que lui, il dit, c'est ce qui est vrai, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Je ne dis pas forcément que c'est ce qu'il est vrai, mais quand vous êtes dans une situation de crise, la communication doit être faite autrement. Et quand on est patriote, quand on est citoyen, je crois qu'on doit normalement arriver à un moment donné, regarder à la même direction. C'est comme cette histoire de terrorisme chez nous. C'est-à-dire que quand c'est arrivé à un niveau, la communication ne doit plus aller dans tous les sens. On doit être animé d'une fibre patriotique qui doit nous amener justement à ne tenir que le langage des dirigeants. Parce que c'est eux qui maîtrisent la situation, c'est eux qui vont au fond et qui ont les ressources nécessaires justement pour nous fournir les informations adéquates. Mais quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, où les médias sont, je dirais... Les médias en parlent, il y a l'ambassadeur de France, celui qui en a parlé, même un opposant a parlé. Ils sont en train de se mettre du côté du colon pour enfoncer les gouvernements dirigeants. Est-ce que c'est toujours vérifié? Parce que des Burkinabés en parlent, Herman Ouedraogo en a parlé, les médias en parlent. Vigoureux et rigoureux envers ces médias-là. Donc je pense que c'est ce qu'on peut dire
c'est ce que je Vous voulez réagir avant le Gabon, hein? Si je voudrais réagir un peu, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme lui l'a dit, moi j'estime que s'il faut parler de retrait de ces 3 pays de la CEDEAO, c'est vrai, c'est une façon envisagée, mais ce serait un peu difficile dans l'action. Vous savez, nous reprochons beaucoup de choses à ces institutions, enfin ces institutions internationales, la CEDEAO, l'Union africaine, mais leur présence leur présence est très importante. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher à améliorer ce qui manque dans ces organisations-là. Plutôt que de dire, bon, 3 pays vont se réunir pour se départir d'une organisation sous-régionale, la CEDEAO. Bon, vous savez, aujourd'hui, ils vont chercher des partenaires. Pour lui, ils vont trouver les ressources. Ils peuvent trouver les partenaires. Ils vont trouver des partenaires comme la Russie qui va venir. Vous savez, est-ce que ce n'est pas une forme de victimisation même de l'Afrique, de la sous-région africaine? Parce qu'un partenaire qui vole au secours de 3 pays qui sont aussi dans la sous-région africaine et que ces 3 pays aussi ne sont pas en accord avec les autres pays limitrophes. Quand vous prenez par exemple le Mali, il a voisin immédiat, c'est peut-être le Burkina, la Côte d'Ivoire. En temps, il y avait des guerres. Il y a aussi le Niger qui est à côté là-bas. Vous savez voir que ça doit être un peu compliqué. Moi, je me dis que ce qui est en train de se faire dans la gestion de ces crises-là, dans les 3 pays, par rapport, ce qui est né de tout ça là, c'est les coups d'État. Ce qui a amené à ces coups d'État-là. C'est pourquoi je dis, il faut commencer à changer, il faut commencer à réfléchir sur certains pesanteurs, notamment la gestion, la gouvernance et tout ça là. Et puis revenir en harmonie pour dire que vous sortez d'abord même sur le plan économique, ce serait un peu compliqué parce qu'il faut parler d'une monnaie. Parce que quand ils vont quitter la CEDEAO, peut-être qu'il y a certaines exigences des institutions financières qui ne vont pas leur permettre de rentrer dans ce schéma-là. Ça va être un peu difficile, mais je me dis que c'est un schéma, à mon avis, qui ne peut risque d'être compliqué. Voilà, qui risque d'être compliqué. Même si c'est à envisager, ça risque d'être un peu fatal pour ces 3 pays. Alors, Luc Kamako, on vous retrouve pour le Gabon. Oui, justement, je pense que ce dialogue-là, l'opposition l'a réclamé depuis. Donc, à un moment donné, Ali Bongo a jugé nécessaire justement d'aller à cette table de négociation parce que c'est pas du tout ça. Quand on parle de la transparence électorale au Gabon, ça laisse à désirer. Aujourd'hui, on vous dit que après les élections, les scrutins, les bulletins de vote sont incinérés, donc ce qui fait que vous n'avez pas les moyens justement de faire recours quand vous trouvez que vous avez été volé. Donc, et on voit aussi comment est-ce que les opposants sont traqués, comment est-ce que les électeurs sont victimes de ce qu'on peut appeler achat de conscience et que à chaque fois que vous n'êtes pas du côté du pouvoir, vous êtes obligé en fait de payer les frais. Donc je pense qu'aujourd'hui, on veut justement aller à cette réforme-là parce qu'aujourd'hui, l'institution qui organise et qui supervise justement cette élection-là, même les membres de cette élection-là sont arrivés à terme de leur mandat. On parle de renouvellement du bureau électoral du Gabon. Parce que ça veut dire que là-bas, il n'y a même pas encore une commission électorale nationale indépendante. Le nom même, ça cause problème. Donc, je pense que c'est du boulot à faire. Et donc, Ali Bongo, justement, a compris qu'il faut justement faire asseoir toutes ces politiques-là autour d'une table pour définir une feuille de route conséquence pour les prochaines joutes électorales. Alors, il y a la révision de la liste électorale, le convoyage des urnes, le comptage des votes, centralisation des résultats. Pour Alessandre Barraud-Chambrier, par exemple, les sujets de discussion et les besoins de réforme au Gabon ne manquent pas. Le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité dit accepter ce dialogue tout en restant prudent. Alors, le problème, ce n'est pas aussi l'opposition. Je vois comme Italaki, Alessandre Barraud-Chambrier, lui, il accepte. Par contre, l'opposition, l'autre partie, ou bien une partie de l'opposition hésite encore. D'ailleurs, elle est divisée parce que récemment, on a fait une émission, j'allais dire, sur l'opposition. Elle est divisée, fracturée comme d'autres oppositions en Afrique. Oui, ça a été toujours comme ça pour l'opposition dans les pays d'Afrique.
pour qui ou à qui la démocratie a été mal comprise. Si nous nous taxons de pouvoir vraiment importer, sinon imiter la démocratie venue d'ailleurs, je pense qu'il faut intégralement mettre sur place un système qui permettra de respecter point par point tout ce qui se fait ailleurs et qu'on se taxe de prendre. Vous voyez, c'est le second point inscrit à l'ordre du jour qui me fait... Alors qu'on voit par exemple en image le congrès du parti au pouvoir, hein. Un congrès en pompe si on peut le dire, alors qu'à côté il y a l'opposition qui hésite toujours. Oui, tu sais, on connaît tout ça, tu sais, en Afrique on connaît comment les grands rassemblements se font dans les coulisses, comment on mobilise les gens et tout, avec des billets s'il faut le dire ainsi, on sait tout, on connaît tout. Oui, il faut être sur le terrain pour comprendre comment ça se passe. Bon, il ne faut pas regarder la masse pour se faire croire que bon, tout va bien. Mais ici, c'est le second point inscrit à l'ordre du jour de ce dialogue-là qui m'interpelle, le convoyage des jeunes. Vous savez, ça me rappelle des histoires. Il faut forcément que les pays africains reconnaissent quelque chose de très important. Lorsque vous êtes en train de diriger un pays et que vous passez par des moyens pour pouvoir venir au pouvoir à travers la fraude électorale ou à travers donc la manière peu orthodoxe de venir au pouvoir, il faudrait aussi que l'opposition mette en place un système qui lui permettra à lui aussi de venir. Alors, lorsque vous êtes une opposition, que vous vous taxez toujours de victime et que vous n'avez pas un système de défense lié donc à la manière d'organiser, et de gestion de cette crise électorale, je pense que vous échouez. On est allé très loin, quelque part, proposer que l'opposition qui crie tout le temps qu'elle manque de moyens pour pouvoir venir au pouvoir parce que ceux d'en face font la fraude électorale, on lui dit, toi aussi, organise-toi à faire la fraude. Entre parenthèses, c'est pour dire qu'il faut que l'opposition qui cherche à venir au pouvoir se mette en position de force. Il faut connaître l'adversaire pour pouvoir l'attaquer. Et il faut faire tout possible pour que tous les points inscrits à cet ordre du jour-là soient discutés point par point afin de ne pas tomber encore dans l'hérésie des temps. C'est-à-dire de ne pas permettre, après que le président, je sais pas, le président soit encore réélu, par exemple, que cette opposition sorte encore pour dire non, écoutez, nous ne sommes pas contre et tout. Il faut pour une première fois, lorsque vous échouez, il faut peut-être dire oui, nous reconnaissons que nous avons échoué ici. Nous reconnaissons que nous n'avons pas pu mettre en place un système qui nous permettrait peut-être de pouvoir contrecarrer la fraude de ceux qui sont en face. Alors là, nous reconnaissons notre faiblesse et nous tendons les mains. C'est aussi ça la démocratie en fait. Et se préparer, parce qu'au moment où l'opposition se prépare, le parti au pouvoir se prépare à l'élection présidentielle ou aux élections législatives et locales, il y a l'opposition qui nage dans l'air, qui nage dans les méandres et qui ne s'y prend vraiment pas. Donc il faudrait inculquer dans la mentalité de cette opposition africaine que vous avez besoin réellement d'une préparation sérieuse et sereine pour pouvoir venir au pouvoir. Parce que celui qui est là, il faudrait que vous puissiez se dire dans la tête que la personne ne veut pas partir. Il faut aussi que vous aussi vous vous mettiez en position de force, en position d'attaque pour pouvoir venir au pouvoir. Si les fraudes sont organisées, vous aussi vous avez des têtes pour contrecarrer cette fraude. Il faut organiser, il faut une organisation. Alors, quelqu'un qui se plaint tout le temps, depuis qu'il est né, qui se plaint tout le temps que rien ne va, alors qu'elle est en train de grandir physiquement, vous croyez simplement que la personne, sincèrement, aurait un mal dans la tête qu'il faut résoudre. Il s'agit donc de créer les conditions pour un climat apaisé, mais cela nécessite que l'on soit constructif. Nous souhaitons qu'en face, les mêmes dispositions, on se retrouve et qu'il ne s'agisse pas de faire semblant et d'assister à un refus de réformer ce qui doit l'être, parce que c'est dans l'intérêt de notre pays et c'est cela que nous devons placer au-dessus de tous les intérêts partisans. Ce sont les propos de l'opposant Alexandre Barrot Chambrier. Alors selon lui, l'opposition devrait se concerter avant le début de ce dialogue et l'opposition hésite toujours à le faire. Oh, bon, en fait, cette question aujourd'hui, je pense que l'opposition est en train d'aller on se droit dans le mur. C'est vrai que c'est elle-même qui a demandé ce dialogue. C'est l'opposition qui a demandé lors de l'annonce du chef de l'État à la nation. Il a dit ouvertement qu'il va le faire avant les élections. Donc Ali Bongo a bien fait Oui, il a bien fait. Non seulement il a bien fait, vous savez qu'il y a des antécédents qui lui aussi permettent de le faire parce que lors du sommet des États-Unis de USA Afrique, il
il a eu un entretien avec Joe Biden. Les 5 présidents qui vont organiser des élections cette année en Afrique ont rencontré Joe Biden qui a eu des instructions. Et eux-mêmes, je crois que l'Amérique a donné des instructions fermes pour que ces élections soient des élections les plus apaisées. Revenez en 2016, quand les élections ont eu lieu dans ce pays, Ali Bongo avait gagné avec 49,18% des voix contre Jean Ping qui était à égalité, et ça a créé beaucoup de situations. On parle de 500 000 voix. Oui, donc aujourd'hui, les gens craignent finalement que ce qui a existé ou ce qui a été les élections passées ne puisse se reproduire. Et c'est pourquoi il faut mettre des garde-fous. Les garde-fous, les gens demandent qu'il y ait une révision électorale de la liste électorale. Il faut un nouveau... Enfin, il faut élire, comment l'appelle-t-on, l'instance qui est chargée d'organiser des élections dans ce pays. Il faut un bureau dans ce sens-là. Il faut beaucoup de paramètres. Et donc, aujourd'hui, cet appel du 13 février prochain, il a dit que cette commission sera mise en place avant même la date du 13 février. Et donc, moi, je me dis qu'avec cette question des réformes électorales, puisque des réformes dont on pose actuellement, c'est des réformes électorales pour ne pas créer des antécédents. Mais je me dis aujourd'hui que devant Ali Bongo, aujourd'hui nous savons que c'est un monsieur, c'est un président qui est un peu fatigué, mais derrière aussi le régime ou le pouvoir est là. Parce que vous savez, en Afrique, l'un des soucis ou l'un des problèmes majeurs que connaissent les dirigeants, c'est parce que quand tu es aux affaires, c'est que tu as les moyens, c'est les moyens qui ont le pouvoir. Et ça, il ne faut pas quand même le mentir. Même si cette opposition tente de trouver des alternatives les plus crédibles, ils n'ont pas les moyens, les coups de franche pour pouvoir affronter un pays qui a fait longtemps au pouvoir. C'est un peu compliqué. Mais comme le disons, c'est pourquoi l'alternance peine parfois dans nos États africains à prendre. Quand vous prenez quelqu'un, par exemple aux États-Unis, pas en France, peut-être dans les autres pays qui se disent des pays à démocratie, on va dire c'est des programmes, les gens votent. Ici, ce n'est pas les programmes, les gens ne votent pas les programmes. Les gens disent non, bon, c'est un des nôtres. Et bon, peut-être qu'il est là, il y a mes avantages. Le derrière fera tout pour faire de manière à ce que ça soit consolidé pour qu'il ne parte jamais. Donc, moi, je me dis que c'est un faux débat. Parce que, afin que nous puissions connaître cette question de transparence, d'élection ou d'alternance dans nos États, il va falloir que les États africains se basent sur des clichés beaucoup plus fondés sur les programmes électoraux. Parce que, au-delà de tout, nos élections en Afrique ne reflètent pas nos réalités. Puisque les gens votent, ils ne savent pas pourquoi ils votent. Quand quelqu'un vient vous dites que vous avez une base électorale qui est ceci, c'est des marchands, enfin, c'est des marchandages, vous allez vous leur proposer ce qu'ils ne connaissent pas. Et ils votent parce qu'il est le fils du milieu, soit il est de votre région, soit ainsi de suite. Et quand c'est comme ça, ce serait difficile pour que parler d'une alternance, d'une démocratie en son nom, parce que l'Afrique n'est pas encore à ce niveau. Mais petitement, nous sommes en train de faire le pas. Nous estimons que ça va prendre du temps avant que nous ne puissions ressembler à d'autres pays à démocratie avancée, mais petitement nous allons aller. Mais les gens ne vont pas utiliser des élections comme un instrument pour assouvir le bas peuple, parce que les gens disent j'ai été élu, alors que vous dites vous avez été élu, mais vous n'avez pas un programme, parce que les gens vous ont fait élire parce qu'ils ont des intérêts, et c'est une minorité là qui entretient la masse dans ce flou-là. Et nous disons quoi? Quand ils viennent au pouvoir, ils chercheront toujours à conserver ce pouvoir-là pour des intérêts, parce que ce n'est pas une question de peuple. Même les gens l'ont dit dans ce pays en disant que quel peuple, qu'ils ne viennent pas au pouvoir pour le peuple, que c'est pour lui-même. Donc ça a été ridicule. Mais nous disons que malheureusement, c'est la réalité que nous vivons. Mais avec Jean Ping, et je parle d'Ali Bongo, ce qu'il est en train d'organiser avec ce dialogue-là, si l'opposition est sereine, et je suis sûr même que ça ne va même pas, il n'y aura pas d'issue, parce que tel que ça a commencé, ils ne vont pas se mettre d'accord. Il y aura pas ils ne vont pas se mettre d'accord sur tous les points au cours de ce dialogue, parce que l'opposition a un certain nombre de recommandations qui posent que le parti au pouvoir aussi ne peut pas céder. Mais c'est en perdant un peu et en prenant un peu de l'autre côté qu'on peut faire l'harmonie. Allez, on va marquer la dernière pause. On revient pour la suite et la fin. On va parler de votre pays, le Togo.